Cristiano Ronaldo vient une nouvelle fois d'éteindre Lamine Yamal. Et ce pour notre plus grand plaisir. Voici ce qu'il a déclaré après son match face à la Croatie. Avez-vous peur d'affronter Lamine Yamal de l'Espagne en 8e de finale? Non, jamais. Pourquoi devrais-je avoir peur? La dernière fois que nous les avons affrontés en finale, j'ai marqué. Et nous avons remporté le trophée. En ce moment, nous avons une équipe encore meilleure que celle de l'époque. Donc c'est lui qui devrait avoir peur de nous à la place. Lamine, comme je te l'ai déjà dit, il ne faut jamais provoquer le GOAT. Et ça, l'Espagne l'a bien compris, puisqu'elle a interdit à Lamine Yamal de poster aucune story Instagram avant le match contre le Portugal. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, Lamine Yamal s'amusait à se moquer du Portugal et de Cristiano Ronaldo. Et au final, sur le terrain, il n'a pas su assumer ses propos. Pas étonnant avec Lamine Yamal. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avant-hier, Lamine Yamal s'en est pris à l'équipe de France en disant qu'il ne pouvait pas être considéré comme meilleur qu'eux. Il a même été jusqu'à déclarer « Je pense que je vais gagner la Coupe du Monde cette année ». Assez culotté pour un joueur qui n'a encore inscrit qu'un seul petit but face à l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde. Lamine, je te conseille de te préparer, parce que lundi à 21h, tu pourras couper les réseaux sociaux. Si Espagne-Portugal, ça se tient, ouais, je suis pas complètement d'accord. Hein. Après, encore une fois, vas-y, c'est le Portugal. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe, mais je les trouve tellement mauvais depuis le début. Vraiment, par rapport, quand je dis mauvaise, par rapport à ce que le Portugal est capable de faire. Je les trouve vraiment pas ouf à tous les niveaux, que ce soit défensivement, même au milieu, c'est décevant, devant. En fait, je les trouve vraiment pas impressionnants, quoi. Tu peux même pas te rattacher à quelque chose. Je sais pas, le Portugal, c'est l'éternel recommencement depuis X années. T'as un gros effectif, mais t'arrives pas à en faire quelque chose, quoi. Je veux dire, quand tu vois l'Espagne et tu compares, je trouve, au Portugal, je suis portugais et t'as raison. Ouais, bah encore une fois, ouais, que c'est peut-être on me tombera dessus en disant, bah regarde, le Portugal, machin, truc. Tu vois, c'est Scipion, je crois hier, il disait, il voyait la Croatie le faire contre le Portugal. Honnêtement, si la Croatie avait éliminé le Portugal, c'était pas une surprise. Au vu de la deuxième mi-temps, c'était pas une surprise. Tu vois, on en est là, quoi. Et pourtant, la Croatie, c'est pas ouf, tu vois, mais ils sont capables d'éliminer le Portugal. Encore une fois, la vérité d'un match, pas la vérité d'un autre match, on sait jamais. Ouais, mais la vérité avec le Portugal, on voit toujours la même chose. C'est ça, en fait, le souci. Je trouve qu'on voit toujours la même chose, tu vois. Là, on voit pas de. Pour moi, là, les phases finales, tu vois, et on peut dire que la Croatie est un peu meilleure que l'Autriche, pas de souci, mais tu vois, t'attendais que ça step up un peu, et au final, pas dingue, hein. Mais que devient Radamel Falcao aujourd'hui? On a l'impression qu'il a disparu des radars, pourtant l'un des plus grands attaquants de sa génération continue toujours de jouer au football. Au début des années 2010, il était tout simplement injouable. À Porto puis à l'Atlético Madrid, il enchaîne les buts, remporte 2 Ligues Europa de suite avec 2 clubs différents et bat le record de nombre de buts sur une seule édition de la compétition avec 17 réalisations. À cette époque, il fait partie des meilleurs attaquants du monde et termine même 5e du Ballon d'Or. Monaco le recrute en 2013, ses débuts sont excellents mais quelques mois plus tard, une rupture des ligaments croisés vient tout bouleverser. Il manque la Coupe du Monde, connaît 2 passages compliqués à Manchester United puis Chelsea et beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Sauf qu'il revient plus fort. De retour à Monaco, il retrouve son meilleur niveau, forme un duo exceptionnel avec Kylian Mbappé et mène le club au titre de champion de France en 2017 avec une saison exceptionnelle à 30 buts. Mais que devient-il donc aujourd'hui ? Aujourd'hui, à 40 ans, El Tigre est revenu dans son pays natal, la Colombie. Il porte les couleurs des Millonarios, le club où il rêvait de jouer lorsqu'il était enfant. Après avoir marqué 11 buts lors de son premier passage, il est revenu une nouvelle fois pour terminer sa carrière là où tout avait commencé. Ouais, doublé. Ok. Quand tu marques, coup du marteau. Hein. Coup du marteau. Ok. Ok, y a pas de souci, mon fils. Bon match. Les gars, comme vous l'avez vu, j'étais au téléphone avec mon fils. Ce soir, il m'a dit s'il marque, c'est coup du marteau. La Côte d'Ivoire a été éliminée par la Norvège. Mon fils est obligé de se venger. Il peut pas laisser une chose pareille impunie. Donc ce soir, je vous annonce c'est doublé. Match performant de mon fils. De toute façon, c'est son histoire. Donc voilà. Tous les Ivoiriens, je vous veux derrière mon fils. Je vous veux derrière mon fils. Mon fils, il m'a dit s'il marque, c'est coup du marteau. Donc, soyez concentrés, s'il vous plaît. Derrière le Brésil, derrière mon fils. Le Big Ney, il m'a dit que peut-être à la 65e, il va rentrer. Ça dépend de Carlo Ancelotti. Parce que Neymar, à ce qui paraît, il peut pas courir plus de 30 minutes. C'est ce que mon fils il m'a dit, je lui ai eu au téléphone. Moi, je m'inquiète pas. Personne ne peut résister aux sales offensives de mon fils. C'est son histoire. C'est son histoire. Aujourd'hui, on est prêt. On va aller en finale. Parce qu'on est du bon côté de l'histoire. Ce soir, tous votre Camille s'éteint. Mon fils va rentrer dans l'histoire.
Ce qui me choque le plus avec Kylian Mbappé en Coupe du Monde, c'est pas le fait qu'il ait marqué 19 buts en 19 matchs, qu'il soit un des 2 seuls joueurs dans l'histoire à avoir marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, ou qu'il soit devenu le meilleur buteur de l'histoire des phases d'élimination directe. Non, moi ce qui me choque le plus avec lui, c'est que non seulement Kylian Mbappé n'a jamais connu la moindre défaite en Coupe du Monde, parce que je le rappelle, mais la finale de 2022 s'est conclue sur une séance de tir au but, donc officiellement le match s'est terminé sur un nul 3 partout. Mais en plus de ça, Kylian Mbappé n'a jamais connu un autre scénario que l'accession en finale de Coupe du Monde dans sa carrière. Même des immenses légendes de ce sport comme Zidane, Messi ou Ronaldo ont tous déjà connu la défaite, que ce soit en poule, en huitième, en quart ou en demi, mais lui jamais. Et vous allez me dire que c'est pas le seul parce que Dembélé par exemple aussi n'a jamais connu la défaite et lui aussi a toujours atteint le stade de la finale de la compétition. Sauf que Kylian, lui, il l'a fait en étant un titulaire indiscutable. Il l'a pas fait en étant remplaçant pendant 2 Coupes du Monde comme Ousmane. Et je pense sincèrement que si Kylian est aussi fort et semble autant en confiance en Coupe du Monde, c'est très certainement parce que vu qu'il n'a jamais connu la défaite ou une élimination prématurée, il ne s'imagine absolument pas un autre scénario où il perdrait avant la finale. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. On va commencer tout de suite par le journaliste Latigo Serrano qui nous rapporte que José Mourinho compte faire de Kylian Mbappé le leader de son projet sur le terrain. L'équipe serait construite autour de lui afin de mettre au maximum en valeur ses qualités. Je sais que c'est un sujet qui fait très souvent débat, mais tout ce que moi j'ai à dire, tant qu'on gagne, ça me va. Que tu crées ton projet autour de Kylian, de Bellingham, de Vinicius Junior, même de Tchouaméni, je m'en fous, tant qu'on gagne, ça me va. Par contre, ça c'est un truc que j'avais toujours dit, à l'instant où tu ramènes Kylian Mbappé au Real Madrid, t'es obligé de construire un projet autour de lui. Malheureusement, tout ce que t'avais construit avant avec Vinicius Junior, Bellingham et autres, tu le remets à zéro, et tu repars tout simplement sur un nouveau projet, sur une reconstruction de l'équipe, et ça, Florentino Pérez, on a l'impression qu'il l'a bien compris, et cela s'explique par les recrues stratégiques du club cet été. Déjà avec la venue de José Mourinho, ensuite tu recrutes Cucurella et Konaté en défense, un autre défenseur devrait normalement signer dans les prochaines semaines, sans oublier Dumfries et Bernardo Silva qui signent lui au milieu de terrain. Et d'ailleurs, en parlant de Dumfries, vous l'avez sans doute vu, le Real Madrid a officialisé la signature du joueur. Ce qui fait qu'officiellement, les latéraux droits du Real Madrid aujourd'hui sont Dumfries et Trent Alexander-Arnold. Est-ce que ça, on n'appellerait pas ça des latéraux de luxe? Et d'ailleurs, on profite pour faire un petit jeu. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, qui devrait débuter titulaire entre Dumfries et Trent Alexander-Arnold. Ensuite, on a Diario AS qui nous rapporte que Vinicius Junior veut rester au Real Madrid et est confiant à l'idée de trouver un accord avec le club. Ce dossier, pour l'instant, il est assez bancal. Tantôt on nous dit qu'il y aura un accord, tantôt on nous dit que non, finalement, il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a absolument rien. Donc, tant qu'on n'a pas de vraies nouvelles, je ne m'avance plus sur le dossier. On sait juste que Florentino Pérez rêve toujours de faire jouer ensemble Kylian, Vini et Bellingham. Et pour terminer, on a toujours Diario AS qui nous rapporte que José Mourinho prévoit d'utiliser Jude Bellingham comme numéro 10 dans son système en 4-2-3-1. Ok, pourquoi pas. Jude en 10, ça peut être très intéressant sous Mourinho. Mais dans ce cas, moi j'ai une question. Où est-ce que tu fais jouer Bernardo Silva ou encore Arda Güler? Parce que le Real Madrid n'a pas non plus envie de lâcher Arda Güler, donc il faudra potentiellement lui trouver une place. Moi, Jude Bellingham, je lui aurais tout simplement proposé de jouer dans un double pivot avec soit Tchouaméni, soit Valverde, en ayant quand même une certaine forme de liberté offensive et défensive. Mais bon, on verra d'ici le début de saison. Mais sinon, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.